les panneaux photovoltaïques. Alors, un panneau photovoltaïque, c'est franchement pas un concept très facile à comprendre au début parce que ça fait appel à certaines notions qu'on n'utilise pas beaucoup dans les cours de secondaire. Mais donc, essayons de parcourir ça doucement ensemble et si ça va pas, tu me le dis quoi. Alors, les panneaux photovoltaïques sont constitués d'unités qu'on appelle des cellules photovoltaïques. Et c'est juste une répétition de plein de ces cellules photovoltaïques qui constituent un panneau. Alors une cellule photovoltaïque, c'est fait de deux couches de matériaux semi-conducteurs. Alors semi-conducteur, ça veut dire qu'il va laisser passer le courant dans certains cas, dans certains sens. Alors le matériau le plus utilisé comme semi-conducteur, c'est le silicium. Dans cette cellule, donc, les atomes de silicium sont liés ensemble pour former un réseau en trois dimensions qu'on appelle le réseau cristallin. Alors, quand je te dis il y a deux couches de silicium différentes, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, au-dessus, on a la couche N. N pour négatif, mais t'attaches pas trop à N pour négatif parce que justement, ça va un peu changer de sens. Donc, la couche N pour négatif, c'est la couche qui donne facilement des électrons pour devenir positive, justement. La raison pour laquelle elle donne plus facilement des électrons, c'est que parmi ces atomes de silicium qui ont, eux, 4 électrons dans la couche de valence, eh bien, on a rajouté des atomes d'arsenic ou de phosphore. C'est ce qu'on va appeler doper le silicium avec de l'arsenic ou du phosphore. Ces atomes-là, par contre, ils ont 5 électrons dans la couche de valence. Donc le terme dopé, ça veut dire qu'à la place de n'avoir que des atomes de silicium, certains ont été remplacés par des atomes d'arsenic ou de phosphore. Ces atomes ont donc un électron de valence supplémentaire par rapport au silicium. Alors ça, c'est la couche N. Et bien, en dessous de cette couche N, on a une couche qui s'appelle la couche P. P pour positif. Mais de nouveau, t'attaches pas encore trop à ça. La couche P, elle a tendance à capter des électrons pour devenir négative. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ici, le silicium, il a été dopé de bore. Et le bore, il a seulement 3 électrons de valence. Cette couche P, qui a donc moins d'électrons de valence que la couche au-dessus, elle peut être considérée comme positive. Alors, il y a donc plus d'électrons de valence dans la couche N que dans la couche P. Et ils vont diffuser pour équilibrer ça. Donc, les électrons ne sont pas forcément tous attachés à un seul atome, ils sont distribués de manière égale dans le réseau cristallin. Et justement, comme ils sentent rien évidemment, mais comme il y a un excès d'électrons dans la partie N par rapport à la partie P, eh bien, il va y avoir une migration de ces électrons excédentaires pour équilibrer ça. Et donc, des électrons de la couche N vont se diriger vers la couche P, créant donc un manque d'électrons dans la couche N, et donc une charge positive dans N, et un excès d'électrons, donc une charge négative dans la zone P, au bord de la jonction entre ces deux couches. Donc, un champ électrique au niveau de la jonction entre les deux couches va être dirigé donc de N vers P. De nouveau, parce qu'on a un excès de charge négative en dessous, un excès de charge positif au-dessus, et donc le champ électrique dirigé du plus vers le moins va donc être dirigé de N vers P. Et donc ce champ électrique, il empêche le passage d'électrons de N vers P. Mais par contre, il permet de P vers N. Donc pour être clair, à cause de cette diffusion pour équilibrer le total d'électrons de valence, il y a maintenant à la jonction entre ces deux couches un champ électrique dû à un excès de charge plus au-dessus en N et un excès de charge négative en dessous en P. Imagine que toi tu es un électron et qu'on te place dans ce champ électrique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras immédiatement poussé vers le côté positif du champ électrique, donc vers la couche N. Jamais toi, électron, tu ne voudras aller te promener vers le bas dans la couche P, parce que l'excès de charge négative dans la couche P te repousse. Ok, on a notre cellule photovoltaïque. Maintenant, exposons-la au soleil et regardons ce qui va se passer. Eh bien, les photons, avec une énergie suffisante pour arriver à la jonction NP, vont arracher des électrons aux atomes de silicium. Et comme, paf, un électron est libre, vers où est-ce qu'il va circuler? Vers la borne N, là où se trouve l'excès de charge positif. Cet arrachage d'électrons à cet atome de silicium crée donc, à l'endroit où ça a été arraché, un manque d'électrons, ou ce qu'on peut appeler un trou d'électrons. Alors perso, moi je trouve cette terminologie un peu agaçante, mais on va faire avec. Donc ce manque d'électrons va être compensé par des électrons voisins qui vont se rapprocher de lui et se transférer comme ça de voisin en voisin. Et donc ce qu'on fait pour simplifier la modélisation, c'est qu'au lieu de considérer que plein d'électrons se déplacent chacun à leur tour sur une petite distance de proche en proche comme ça, eh bien on va voir ça comme si un trou d'électrons
qui est donc une particule fictive, se déplaçait dans le sens contraire, vers la zone P. Alors, perso, moi, ça m'énerve parce que je trouve que pour l'expliquer, ça amène beaucoup de confusion. Donc, je vais répéter. En vrai, comme l'arrivée d'un photon a arraché un électron à un atome et que cet électron est parti vers la zone N, les électrons voisins à celui qui a été arraché et parti s'entraînent tous les uns les autres dans la direction de P vers N. Comme si, c'est vraiment comme si, une charge positive individuelle plus E, donc de même grandeur mais de signe contraire à celle d'un électron, se déplaçait de N vers P. Et ce semblant de charge positive qui se déplace vers P, eh ben c'est ce qu'on appelle un trou d'électrons. Ok? Bref, on a donc un excès d'électrons en N et un déficit ou un trou d'électrons en P. Et pourtant, le champ électrique à la jonction NP empêche le passage d'électrons directement dans la cellule pour rééquilibrer ça. Conséquence, si vous avez une accumulation de charges de signe contraire dans deux compartiments différents, eh bien si vous connectez N et P via un circuit qui se trouve à l'extérieur de cette cellule, eh bien on verra du courant dans ce circuit. Et voilà, vous avez créé du courant électrique à partir d'énergie solaire. Alors, une cellule photovoltaïque, ça génère en fait très très peu de tension électrique et donc ça ne fournira pas des grandes quantités de courant. Donc, ce qu'on fait pour avoir des quantités significatives, c'est qu'on va connecter tout plein de cellules photovoltaïques ensemble. Et ensemble, ça va former ce qu'on appelle un panneau photovoltaïque, qui lui génère des quantités plus significatives. Alors, pour faire le lien entre panneau photovoltaïque et effet photoélectrique, on constate que dans un matériau semi-conducteur, les électrons ne peuvent pas atteindre n'importe quel niveau d'énergie. Il y a une énergie minimale à fournir pour arracher un électron à la couche de valence et le faire participer à la conduction. Il y a un gap énergétique entre cette bande de valence et la bande de conduction. Et l'énergie du photon qui vient frapper le panneau, qu'on peut calculer comme E égale H fois F, doit être au minimum égal au gap énergétique entre cette bande de conduction et la bande de valence. Et ce gap, il dépend du matériau choisi. Dans le cas du silicium, on a mesuré que le gap énergétique est de 1,12 électronvolts. Alors, je ne rentre pas dans ces détails-là, ça correspond à 1,79 fois 10 exposant moins 19 joules. Et bien, grâce à la relation de Planck, on peut retrouver la fréquence correspondante, F, qui vaut donc le gap énergétique EG divisé par la constante de Planck, ce qui nous donne 2,70 fois 10 exposant 14 Hz. Donc une cellule photovoltaïque à base de silicium pourra convertir l'énergie de photons en énergie électrique s'ils ont au moins cette fréquence de 2,7 10 exposant 14 Hz. Cette fréquence correspond à une longueur d'onde lambda de 1,11 fois 10 exposant moins 6 mètres. Ça, c'est la longueur d'onde d'un photon infrarouge proche. Donc le silicium est très bien adapté pour exploiter l'infrarouge proche et la lumière visible, les deux types de photons principalement fournis par la lumière du soleil. Donc on est content. Et d'autres matériaux seraient plus adaptés à d'autres types de rayonnement. Ici, le silicium, c'est pratique, il correspond à nos besoins.